una parte de la izquierda se renunció a ciertos símbolos de carácter nacional, cosa que ya empieza a recuperarse, pero durante todos estos años la izquierda, en el caso colombiano, le ha entregado esos símbolos a la derecha colombiana. Et une autre difficulté, c'est le fait que la gauche colombienne, bien souvent, a laissé un certain nombre de symboles de la patrie, les a laissés à la droite. Par exemple, je vais donner un exemple. Je peux intervenir moi? Por ejemplo, quand nous on va en Colombie, on est toujours étonné de voir que les militants, ils n'aiment pas si on a un bracelet qui porte le drapeau de la Colombie, parce qu'ils disent qu'on est de droite. Alors on n'est pas de droite, mais hay algo así. Yo explicaba que es verdad que nos quedamos siempre sorprendidos nosotros. Sí, pero le explico a él, porque cuando vamos a Colombia, los militantes, los compañeros, los amigos se sorprenden porque nosotros llevamos la banderita con Colombia, y para nosotros es afirmar nuestro amor por Colombia, pero ellos lo reciben como una muestra de nacionalismo de derecha, y es complicado. Tú me has dado la razón y efectivamente las cosas han sucedido así. La bandera, el himno de Colombia, por ejemplo, eso es un patrimonio, digamos, del pueblo colombiano, y la izquierda, basado en una desviación del internacionalismo y creyendo que lo nacional era chauvinismo, dejó que la extrema derecha se apoderara de esos símbolos nacionales, esos símbolos que de alguna u otra manera logran identificar a la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Et donc, avec cet exemple du drapeau et de l'hymne colombien, qui pour un certain nombre de militants de gauche sont vraiment des symboles de nationalisme et qui sont difficiles à porter, mais c'est quelquefois compliqué parce que c'est oublié que c'est une expression populaire. Le fait d'avoir un hymne et d'avoir un drapeau, c'est quelque chose d'important pour les uns et les autres. Et donc, que la gauche abandonne ces symboles, c'est un peu les faire un grand cadeau à la droite. Otro tema importante es la renuncia a un fenómeno, por ejemplo, como el cristianismo militante, que es un fenómeno que ha servido en América Latina para incorporarse a procesos de liberación, como sucedió en Centroamérica, como ha sucedido, por ejemplo, en el Brasil. Un autre élément, par contre, par exemple aussi, c'est le fait d'avoir abandonné toute cette mouvance du christianisme militant. C'est-à-dire qu'en Colombie, dans les pays latino-américains, l'identité religieuse, elle est très importante. Et le fait de ne pas vouloir assumer cet héritage du christianisme militant, du christianisme qui veut l'option préférentielle pour les plus pauvres, et bien ça, c'est aussi laisser un cadeau à la droite. Ningún político en Colombia es capaz de movilizar los millones de personas que movilizó, por ejemplo, el Papa Francisco en su reciente visita a la ciudad de Bogotá. No, c'est pas seulement en Colombie, je suis d'accord. Pero bueno, no es solo en Colombia. Il explique que là, récemment, il n'y a aucun homme politique en Colombie qui est capable d'attirer autant de gens que le pape Francisco. Là, il est allé la semaine dernière et il a bougé des foules et des foules de gens. Il n'y a aucun homme politique colombien qui est en capacité de faire ça. Hein. Y hay un cristianismo como el del sacerdote Camilo Torres, hay un cristianismo basado en la iglesia latinoamericana, en la teología de la liberación, que prácticamente quedó reducida a los márgenes políticos del país. Alors qu'il y a une tradition, il y a des gens comme le prêtre Camilo Torres, il y a une tradition de la gauche, des chrétiens militants qui est restée quasiment simplement aux marges de la vie politique dans le pays, dit-il.
Ahora hablamos, claro. Entonces, frente a ese aspecto, nosotros siempre tuvimos, y creo que ese fue una visión bastante, yo creo que bastante errática, de quedarnos simple y llanamente con la sempiterna frase de Marx de que la religión era el opio para el pueblo. Et nous, souvent à gauche, on est resté simplement avec cette idée que Marx a dit que la religion c'était l'opium du peuple, et donc on ne se mélangeait pas avec ça. Y dejamos que todo lo que es ese cristianismo revolucionario terminara adormecido y capitalizado prácticamente por nadie. Et on a laissé se faire que ce christianisme militant, il a été juste laissé dans un coin, et on l'a pas capitalisé entre guillemets pour faire en sorte qu'il s'enracine vraiment. El otro aspecto tiene que ver con la cuestión, y con esto voy terminando, la parte organizativa. Hay muchas, es decir, hay muchos modelos que de alguna u otra manera han adelgazado a las organizaciones, ciertas organizaciones políticas de izquierda. Et là, je vais maintenant parler d'une problématique d'organisation, et je vais en finir avec ça. La difficulté qui fait qu'un certain nombre d'organisations ont été réduites, c'est avant tout un problème d'organisation. Hay unos modelos que, por ejemplo, vienen ganando mucho terreno en el caso de Cataluña, por ejemplo, con las candidaturas de unidades populares, la CUP. Il y a des modèles qui ont gagné en force. C'est les modèles d'organisation populaire espagnole qui s'appelle la CUP. C'est quoi la CUP? La candidature d'unité populaire. Es un modelo organizativo basado en el municipalismo, basado en el federalismo, tomando incluso algunos elementos de la organización de los zapatistas y de los kurdos dirigidos por Abdallah Öcalan. C'est un modèle qui prend des idées aussi bien des Kurdes que des zapatistes. C'est l'idée d'avoir des candidatures d'unité autour de liées à des territoires. Et c'est lié à la gouvernance des municipalités. Es un modelo en la que principalmente se le da una priorización, se le pone una relevancia a la organización local, la organización regional, la organización en los lugares, digamos, en los territorios propiamente. Ce sont des idées qui sont basées sur l'enracinement territorial, le fait d'avoir des organisations de base au niveau local, au niveau départemental, et c'est lié à cet enracinement dans les organisations de base. Por ejemplo, el nuevo partido político nacido de los acuerdos de paz, en el caso de las FARC, y probablemente del Ejército Nacional, el Ejército de Liberación Nacional, tienen allí una mina, tienen una posibilidad real de poder fortalecer el proyecto político a nivel de los territorios. Et donc, en regardant ça, on peut se dire que le nouveau parti des FARC, la Force Alternative Révolutionnaire du Commun, ou bien le parti qui sortira de l'armée après l'accord de paix qui sortira avec le LN, d'avoir ces partis qui sont enracinés dans les territoires avec des organisations de base, ça c'est vraiment une richesse, c'est une mine pour ce type de parti. Y para terminar, quiero mencionar en algunos de los aspectos, digamos, que están contemplados en este libro, es el tema de las redes sociales y de lo que son los movimientos en red. Et enfin, je veux parler des réseaux sociaux et des mouvements en réseau. Hay una visión equivocada de quienes piensan de que
Solamente a través de una red creada por internet podemos generar movimiento social. Il y a une erreur quand on pense que simplement à travers d'Internet, à travers des réseaux sociaux, simplement à travers ça, on peut vraiment construire du mouvement social. C'est une vision erronée, selon lui. Es a la inversa. Solo existiendo una situación social, solo existiendo movimiento social, solo existiendo organización social, es posible utilizar las redes y desarrollar el movimiento en red. C'est justement le contraire. C'est parce qu'il y a des organisations sociales, c'est parce qu'il y a des liens, c'est parce qu'il y a du réseau entre les gens qu'on peut après utiliser ça comme outil. Mais à la base, il y a bien le mouvement social, il y a bien les réseaux entre les gens qui ensuite utilisent l'outil. C'est pas ça qui peut être générateur de, c'est ça qui peut être servir. En el 2018 tendremos elecciones en Colombia para renovar el legislativo, renovar la presidencia de la República. Es un momento donde hay una gran oportunidad en la que la izquierda, si logra no cambiar en el papel, sino cambiar aquí, puede leer el momento político del país y tener unas posibilidades reales de avance para el 2018. En 2018, en Colombie, il va y avoir les élections législatives et les élections présidentielles. Et donc, c'est un moment très important pour la gauche. On espère qu'elle va changer de braquet et qu'elle va changer aussi dans sa tête pour essayer d'arriver à passer cette étape des élections 2018.